6. La quantité. La quantité est soit discrète, soit continue. En outre, la quantité est constituée soit de parties ayant entre elles une position l'une à l'égard de l'autre, soit de parties n'ayant pas de position l'une à l'égard de l'autre. Exemple de quantité discrète, le nombre et le discours. De quantité continue, la ligne, la surface, le solide et, en outre, le temps et le lieu. En ce qui concerne les parties du nombre, il n'y a aucune limite commune où les dites parties soient sans contact. C'est ainsi que 5 étant une partie de 10, en aucune limite commune, 5 et 5 ne se touchent. Au contraire, ces deux 5 sont séparés. C'est ainsi que 5 étant une partie de 10, en aucune limite commune, 5 et 5 ne se touchent. Au contraire, ces deux 5 sont séparés. De même, 3 et 7 ne se rencontrent en aucune limite commune. Et d'une manière générale, on ne pourrait, dans un nombre, concevoir une limite commune entre ces parties, lesquelles sont en réalité toujours séparées. Le nombre est donc bien une quantité discrète. De même aussi, le discours est une quantité discrète. Que le discours soit en effet une quantité, c'est l'évidence, puisqu'on le mesure en syllabes brèves ou longues. Je veux parler ici du discours même qui est émis par la voix. Il est, en outre, une quantité discrète, car il n'y a aucune limite où ces parties soient en contact. Il n'y a pas de limite commune où les syllabes se rencontrent, mais chacune d'elles est distincte en elle-même et par soi. Quant à la ligne, c'est une quantité continue, car il est possible de concevoir une limite commune où ces parties se touchent. C'est le point. Et pour la surface, c'est la ligne, car les parties de la surface ne touchent aussi en une limite commune. Il en est de même pour le solide. On peut concevoir une limite commune, ligne ou surface, où les parties du corps sont en contact. Le temps et le lieu relèvent aussi de cette sorte de quantité. Le temps présent, en effet, tient à la fois au passé et au futur. À son tour, le lieu est une quantité continue, car les parties d'un corps occupent un certain lieu, et ces parties étant en contact en une limite commune, il s'ensuit que les parties du lieu, qui sont occupées par chaque partie du corps, sont elles-mêmes en contact à la même limite commune que les parties du corps. Ainsi, le lieu est-il, lui aussi, continu, puisque en une limite commune, ces parties sont en contact. En outre, il y a des quantités qui sont constituées de parties ayant entre elles une position réciproque et d'autres quantités constituées de parties n'ayant pas de position réciproque. C'est ainsi que les parties de la ligne ont une position réciproque. Chacune d'elles est située quelque part. On pourrait distinguer et établir la position de chacune
dans la surface et dire à quelle partie du reste elle est contiguë. Pareillement encore, les parties de la surface occupent une position, car on pourrait également établir la position de chacune d'elles et dire quelles parties sont contiguës entre elles. Pour les parties du solide, il en est de même, et aussi pour celles du lieu. En ce qui concerne le nombre, au contraire, il ne serait pas possible de montrer que ces parties occupent une certaine position réciproque, ni qu'elles sont situées quelque part, ni d'établir quelles parties sont contiguës entre elles. Pas davantage pour le temps, car chacune des parties du temps n'est permanente. Et comment ce qui n'est pas permanent pourrait-il avoir une position? En fait, il est préférable de dire que les parties du temps ont un certain ordre, en vertu duquel l'une est antérieure et l'autre postérieure. Remarque qui s'applique d'ailleurs au nombre. On compte 1 avant 2 et 2 avant 3. Et de cette façon, on peut dire que le nombre a une sorte d'ordre, bien qu'on ne puisse nullement lui accorder une position. Pour le discours, il en est de même. Aucune de ces parties ne subsiste, mais telle partie, une fois prononcée, il n'est plus possible de la ressaisir. Il en résulte que les parties du discours ne peuvent avoir de position, puisque rien n'en subsiste. Il y a ainsi des quantités qui sont constituées de parties ayant une position et d'autres de parties n'ayant pas de position. Seules sont appelées quantités au sens propre les choses dont nous venons de parler. Tout le reste l'est seulement par accident. C'est en effet en considération de ces quantités propres dites que nous appelons les autres des quantités. Ainsi, on dit que le blanc est grand par le fait que la surface blanche est grande et l'action longue, ou le mouvement long, par le fait que le temps où il se passe est long. Car ce n'est pas par leur essence même que chacune de ces déterminations est dite quantité. Si, par exemple, on veut rendre compte de la longueur d'une action, on la définira par le temps en répondant que l'action s'est passée en une année ou quelque chose de semblable. Et pour rendre compte de la grandeur du blanc, on la définira par la surface, car c'est dans la mesure où la surface est grande que le grand peut être dit grand. Ainsi avons parlé. Ainsi donc, les seules quantités au sens propre et par essence sont celles dont nous avons parlé. Par contre, aucune autre chose n'est quantité par soi, et si elle est quantité, ce ne peut être que par accident. De plus, la quantité n'admet aucun contraire. En ce qui concerne les quantités déterminées, il est manifeste qu'ils n'ont pas de contraire. Tel est le cas du long de 3 coudées, ou du long de 2 coudées, ou de la surface, ou de quelque autre quantité de cette sorte, pour qui, en effet, il n'existe pas de contraire. Prétendra-t-on que le beaucoup est le contraire du peu, ou le grand du petit? Mais aucune de ces notions n'est une quantité. Elle rentre plutôt dans les relatifs, car rien considéré en soi et par soi n'est du grand ou petit, mais seulement par le fait d'être rapporté à une autre chose. Par exemple, on dit qu'une montagne est petite et un grain de 1000 grands,
du fait que le grain de mil est plus grand que d'autres choses de même genre, et la montagne plus petite aussi que d'autres choses de même genre. Nous sommes ainsi en présence d'une relation à une autre chose, puisque s'il était question du petit ou du grand par soi, on ne pourrait jamais dire qu'une montagne est petite, ni un grain de mil grand. Autre exemple, nous disons que dans un village, il y a beaucoup d'habitants et qu'à Athènes, il y en a peu, bien que la population d'Athènes soit en fait beaucoup plus nombreuse. Nous disons encore qu'une maison contient beaucoup de monde et un théâtre peu. Et pourtant, dans ce dernier lieu, il y en a bien davantage. De même, le long de 2 coudées, le long de 3 coudées, et toute grandeur de cette sorte exprime une quantité, tandis que le grand ou le petit n'exprime pas une quantité, mais plutôt une relation, puisque c'est par rapport à une autre chose que l'on considère le grand et le petit. Il est ainsi manifeste que ces derniers termes sont aussi des relatifs. De plus, que nous reconnaissons ou non ces termes pour des quantités, ils n'ont de toute façon aucun contraire, car ce qu'on ne peut saisir en soi et par soi, mais qu'on peut seulement rapporter à une autre chose, comment pourrait-on lui donner un contraire? En outre, si l'on veut que le grand et le petit soient des contraires, il en résultera que le même sujet peut recevoir en même temps les contraires, et aussi que les choses sont à elles-mêmes leur propre contraire. Il arrive, en effet, parfois que la même chose est en même temps grande et petite, puisque petite relativement à tel objet, une même chose est grande relativement à tel autre. Par suite, il pourra se faire que la même chose soit en même temps grande et petite, et par voie de conséquence, qu'elles reçoivent simultanément les contraires. Or, rien de la vie générale n'admet simultanément les contraires, ainsi que nous l'avons vu pour la substance. Si la substance est apte à recevoir les contraires, du moins n'est-ce pas simultanément qu'on est malade et bien pourtant. De même, rien n'est à la fois blanc et noir, et rien de ce qui existe par ailleurs n'admet non plus la coexistence des contraires. De plus, il arrivera que les choses seront à elles-mêmes leur propre contraire. En effet, si le grand est le contraire du petit, et si la même chose est en même temps grande et petite, une même chose sera contraire à elle-même. Or, il est impossible qu'une même chose soit contraire à elle-même. Donc, le grand n'est pas le contraire du petit, ni le beaucoup du peu. Il en résulte que, même si on prétend que ces termes ne sont pas des relatifs, mais des quantités, ils ne posséderont pas pour autant aucun contraire. Mais c'est surtout dans le cas du lieu que la contrariété offre l'apparence d'appartenir à la quantité. On définit, en effet, le haut comme le contraire du bas, appelant bas la région centrale parce que la distance maxima est celle du centre aux extrémités de l'univers. Il semble même que c'est de ces contraires qu'on tire la définition de tous les autres contraires, puisque les termes qui, dans le même genre, sont éloignés l'un de l'autre par la plus grande distance, sont définis comme des contraires. Il ne semble pas que la quantité soit susceptible de plus et de moins.
Tel est le cas du long de 2 coudées. Une chose longue de 2 coudées n'est pas plus longue qu'une autre de 2 coudées. Il n'en est pas autrement en ce qui concerne le nombre. Par exemple, 3 n'est pas plus 3 que 5 n'est 5, ni 3 plus 3 qu'un autre 3. On ne dit pas qu'un temps est plus temps qu'un autre temps. Et de toutes les quantités que nous avons énumérées, il n'y en a absolument aucune à laquelle le plus et le moins puissent être attribués. J'en conclus que la quantité n'est pas susceptible de plus et de moins. Mais ce qui, plus que tout, est le caractère propre de la quantité, c'est qu'on peut lui attribuer l'égal et l'inégal de chacune des quantités dont nous avons parlé. On dit en effet qu'elle est égale ou inégale. On dit d'un solide, par exemple, qu'il est égal ou inégal à un autre, du nombre qu'il est égal et inégal, du temps qu'il est égal et inégal. Il en est de même pour toutes les autres quantités que nous avons mentionnées et dont chacune peut se voir attribuer l'égal et l'inégal. En revanche, toutes les autres déterminations qui ne sont pas des quantités ne peuvent d'aucune façon, semble-t-il bien, être affirmées égales et inégales. La disposition, par exemple, ne peut absolument pas être qualifiée d'égal ou d'inégal, mais plutôt de semblable et de dissemblable. Le blanc ne peut d'aucune façon non plus être dit égal et inégal, mais semblable et dissemblable, ce qui est par-dessus tout le caractère le plus propre de la quantité. C'est donc bien qu'on peut lui attribuer l'égal et l'inégal.